Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNdev. Cette semaine, nous allons entrer dans les entrailles de vos fichiers de log et pas n'importe quel fichier de log, les fichiers d'accès de votre serveur HTTP, que ce soit Apache, NGINX et bien d'autres, avec un outil que j'ai découvert cette semaine et que j'ai utilisé avec grand plaisir. Je me suis dit, je n'ai pas pu résister en fait à vous en faire une petite vidéo. C'est un outil qui s'appelle GoAccess et qui, comme son nom l'indique, eh bien, a été développé dans l'objectif unique d'analyser vos fichiers d'accès à votre serveur HTTP. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple avec des fichiers qui proviennent d'un serveur Apache, mais vous pouvez également transposer ça à d'autres serveurs HTTP qui vous fournissent également des fichiers de log au format access.log. Vous le savez, on est sur YouTube. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? C'est évidemment apprécié par l'algorithme, mais aussi par moi, c'est vrai, ça aide un petit peu à faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. Bref, allez, passons dans le vif de l'action. Je vous présente le dépôt GitHub du projet GoAccess et qui propose grosso modo deux outils. Un outil en ligne de commande et un outil en mode générateur de HTML pour vous permettre d'exploiter, d'explorer vos différentes, tout simplement vos différentes données qui sont stockées dans le fichier access.log. Comment est-ce qu'on va fonctionner aujourd'hui? Première chose, on va analyser à froid, c'est-à-dire que l'outil vous propose deux possibilités, soit d'analyser un fichier, vous récupérez le fichier du serveur, et puis vous l'analysez entre guillemets à froid sur votre poste pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer ou simplement pour pouvoir avoir un aperçu des sollicitations sur votre serveur. Et il y a un mode aussi temps réel et qu'on exploitera tout à l'heure, vous le verrez en ligne de commande, parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir cet outil-là à portée de main dans la ligne de commande, pourquoi pas, pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre serveur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis téléchargé un dataset, je vais vous le mettre à l'écran, hop, ici, un dataset que j'ai trouvé sur le site kaggle.com, je ne sais pas comment on prononce ça exactement, bref, et j'ai trouvé un fichier qui est accessible. Vous voyez la licence ici, c'est au public domaine, donc bref, on n'a pas de souci, c'est pas un fichier que j'ai extorqué ou je ne sais trop quoi. Et on a 3,5 gigas d'access log. Donc là, on a vraiment beaucoup de données. D'ailleurs, je vous ai dit Apache, mais vous voyez ici, c'est pour des données d'un serveur NGINX. Donc, vous voyez, ça marche aussi avec NGINX, pas de souci. Donc, les fichiers qu'on va analyser, c'est des fichiers de NGINX. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, ici, hop, dans ma petite ligne de commande, j'ai téléchargé, si je vais dans Dataset et que je fais un petit ls, vous voyez que j'ai ici mon énorme fichier. Regardez, si je fais un hop comme ça, on voit qu'il fait 3,3 gigas. Donc vraiment gros fichier. Donc évidemment, hors de question de tenter de l'ouvrir, ça va lamentablement échouer, ça c'est une certitude. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire avec notre outil GoAccess, tout simplement, pour l'utiliser. Donc on va aller voir la documentation. Hop, où est-ce qu'elle est passée ma doc? Elle est là. Et donc, on va vouloir l'utiliser pour faire une analyse à froid. Et vous le savez, moi, j'aime beaucoup utiliser Docker parce que c'est le genre de technique qui me permet d'aller très vite sans installer tout un tas de milliers de choses sur mon poste. Donc, on va aller voir le support de Docker qui est fourni par GoAccess. Donc, je vais aller directement à la section qui m'intéresse. Et vous voyez qu'ici, on a une commande très sympathique qui nous permet de dire, eh bien, vous faites un cat du fichier pipe et vous envoyez ça dans l'image Docker de GoAccess avec un certain nombre de paramètres ici, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il y a? C'est en sortie, on récupère un fichier report.html. Donc on va copier cette commande, hop, je peux la copier en un seul, oui, voilà, comme ça, parfait, et on va mettre ça tranquillement dans notre ligne de commande. Et là, vous allez comprendre quelque chose, je viens de récupérer un fichier qui fait 3,5 gigas. Et 3,5 gigas, il y a je ne sais pas combien de millions de lignes, mais très clairement, là, si on fait ça, la vidéo va durer très longtemps parce que vous voyez, il est en train de parser les lignes petit à petit. On voit ici la quantité qu'il arrive à traiter par seconde, mais malgré tout, ça risque d'être très long. Donc, on va arrêter là.
Et on va essayer une autre approche. On va essayer une autre approche qui est elle aussi fournie dans la documentation. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans la documentation. On va vouloir filtrer par exemple pour n'afficher que les données d'une seule journée. Par exemple, ça peut être intéressant. Et donc ici, vous voyez qu'il nous donne la commande. Alors on n'utilise plus l'utilitaire cat, mais l'utilitaire sed. Et ici, on vient ici tout simplement détecter le début de la ligne. On met la date du jour qui nous intéresse. Donc moi, j'ai préparé une petite commande qui correspond à ce qui est prévu dans le fichier du dataset que j'ai téléchargé. Et donc, simplement, je lui dis, écoute, je veux que tu me génères le rapport en HTML uniquement pour la date du 22 janvier 2019. Et là, même problème, puisque le dataset que j'ai téléchargé, c'est un dataset d'un site marchand. Je ne sais pas si c'était une période de solde ou quoi que ce soit. Bref, c'est un site qui est très 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 consulté. Et même si je limite au 22 janvier 2019, on va encore y passer des heures et des heures et des heures. Donc, on va utiliser une troisième technique. Hop, j'arrête ici la tentative et on va simplement lui dire de traiter le premier million de lignes. Et pour cette fois-ci, on va encore changer d'outil. On va utiliser un outil qui s'appelle HID et qui nous permet d'aller lire les... oui, c'est 1 million de premières lignes. On fait le pipe, on l'envoie dans l'image de Docker de GoAccess et ensuite, on envoie ça dans un report.html. Donc là, ça devrait aller un peu plus vite et surtout, on sait que passer le million de lignes, ça va s'arrêter tranquillement et le traitement sera terminé. Donc là, on va faire l'expérience uniquement sur un jeu de données réduit, tout simplement parce que sinon pour la vidéo, ça serait beaucoup trop long et vraiment pas très intéressant pour vous. Mais l'idée, le principe, le concept reste absolument le même. Là, ça nous permet juste comme ça de gagner un petit peu des précieuses minutes. Vous voyez que déjà, pour lire ces lignes qu'on lui a demandées, ça lui demande quand même déjà pas mal de temps. Donc là, on arrive à la fin et il va nous générer notre fichier report.html. Si je fais un ls sur le répertoire, on voit bien que j'ai mon report HTML ici. Donc on va l'ouvrir dans un navigateur. Je fais google-chrome report.html. Et donc là, bon, vous ne pouvez pas le voir, ce qui me l'a ouvert sur un autre onglet, mais je vais le ramener ici. Hop, on a le tableau de bord qui a été généré à partir des premiers millions de lignes lues de notre log. Mais si on l'avait laissé tourner plus longtemps, on aurait eu accès comme ça à toutes les données qui étaient contenues dans le fichier access.log. Donc, vous avez vu la facilité d'utilisation. Là, je l'utilise avec Docker, mais vous allez voir que tout à l'heure, on va l'installer en tant que binaire et que c'est vraiment pas plus compliqué. Hop, est-ce que je mets un autre thème, peut-être celui-ci? Ouais, je trouve qu'il est un peu plus lisible. Et je vais essayer de zoomer, peut-être que ça soit un peu plus visible pour vous autres. Hop. Est-ce que est-ce que je peux lui changer hop, voilà, comme ça. Je pense que comme ça sera un peu plus lisible. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nombre de requêtes qui a été percé, 1 024 000, le nombre de requêtes valides, le nombre de requêtes qui ont échoué. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps de parsing, ok, on a le nombre de visiteurs. Donc là, on voit visiteur unique 24 725. Le nombre de fichiers qui ont été demandés, 145 000. Et on a, vous voyez, comme ça, tout un tas de métriques. Notamment, vous voyez, le trafic montant, 11,48 GB. Et ensuite, eh bien, si on descend, donc là, bon, visiteurs par jour, évidemment, comme j'ai limité, on n'a qu'une seule journée, mais on voit ici le hit, on voit qu'il y a pratiquement donc 1 million de hits qui ont réussi pour 24 700 visiteurs. Et ensuite, eh bien, vous avez toutes les métriques de votre site. Vous avez ici, par exemple, les fichiers demandés par URL. Donc là, vous avez les top demandes. On voit que, par exemple, 32% des visiteurs demandent le settings logo et qui a généré 110 mégas de trafic. Et vous pouvez comme ça parcourir les différentes pages. Alors il y en a beaucoup, on ne va pas le faire, c'est très intéressant. Vous avez pour chaque graphique la possibilité de changer le style de graphique. Vous pouvez passer du mode barre à courbe vectorielle. Vous pouvez passer trafic montant, vous voyez ce que ça a consommé en mégas, donc ce que ça a consommé par
URL, hein, bien sûr. Vous avez la possibilité de sortir du mode graphique pour avoir uniquement un mode liste d'une certaine façon. D'ailleurs, là, je vois que j'ai 3 items et je pense qu'en fait, c'est peut-être ici que je peux changer pour avoir 10 items pour que ça soit un peu plus lisible. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de choses pour aller un petit peu explorer nos datas, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, vous voyez ici, des requêtes statiques. Donc on voit tous les éléments statiques qui ont été téléchargés. Ici une police, ici un fichier PNG, etc., etc. Le volume de données qui a été qui a occupé ces données statiques. Et on a comme ça plein de choses. Par exemple, vous avez ici toutes les URL qui sont en 404. Par exemple, hein, on voit que l'icône pour Apple Touch, Icon, etc., etc. n'a pas été trouvé. Et il a quand même été demandé 1112 fois. Donc, ça peut permettre aussi de venir checker ça et puis d'améliorer notre code. Donc, par exemple, hein, ici, il y a un CK Editor, un fichier minifié de CSS qui n'est pas dispo. Peut-être que c'est des infos en tant que dev qui peuvent nous intéresser. Et si ce n'est pas vous qui utilisez ce genre d'outil, probablement que vos amis, les ops, pourraient vous donner ce genre d'informations pour améliorer et éviter qu'il y ait ces erreurs-là. Hein, évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a évidemment le nombre de visites par adresse IP des visiteurs, ça c'est très classique. À voir en fait aussi en fonction de vos engagements RGPD, ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire. Là c'est un jeu de données, mais dans la vraie vie, si vous avez annoncé à vos visiteurs que vous ne stockez pas les adresses IP, vous devez anonymifier ça, ne pas afficher les adresses IP, ça peut arriver. On a ici la répartition des systèmes d'exploitation, vous voyez qu'on a déjà, et pourtant on n'a pas ici, c'est pas un Google Analytics ou un Matomo qu'on utilise, hein, c'est simplement les données de log du serveur Nginx, mais ça aurait pu être quasiment la même chose pour le serveur Apache. On a quand même accès à énormément, je trouve, de données, et c'est super intéressant. Ces données, elles sont souvent dans ces fichiers de log et on ne sait pas trop comment les consommer. Alors, sauf si vous avez des solutions de centralisation de log qui peuvent vous fournir ça. Mais là, je trouve que c'est un outil très simple. On lui donne le fichier, bim, il nous génère le petit rendu. Ça peut vraiment rendre de fiers services. Donc là, on a évidemment la répartition par OS, la répartition par navigateur. Et vous avez comme ça plein de métriques. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça, c'est une métrique que je trouve intéressante. C'est la distribution dans le temps, dans la répartition horaire. Donc là, vu qu'on n'a pas laissé beaucoup tourner, c'est pas très intéressant, mais on voit qu'avant 7h du matin, c'est plutôt calme, et puis que ça monte très très fortement jusqu'à 13h, et après, c'est simplement qu'on n'a pas importé les lignes. Mais très intéressant aussi pour évaluer la charge, à quel moment les gens viennent sur votre site. Eh bien, très intéressant aussi d'avoir accès à ces statistiques. Et puis là, vous avez les sites d'origine qui consomment tout ça. Donc, si vous avez des API, des choses comme ça, des clients JavaScript qui utilisent vos données, vous pouvez éventuellement comme ça retrouver les informations, savoir qui est votre plus gros pourvoyeur, entre guillemets, de trafic vers vos différents sites. Donc voilà, très intéressant. Vous avez évidemment le statut HTTP, les requêtes qui sont en 200 quelque chose, les erreurs, les statuts de redirection, et puis les erreurs 400 et les erreurs 500 qui ont pu être attrapées par votre serveur. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires, mais honnêtement, vu la simplicité d'utilisation de l'outil versus les données qu'il est capable de nous fournir, moi je trouve ça absolument génialissime. Ça m'a sorti d'une bonne situation cette semaine où on avait besoin d'évaluer précisément ce qui s'était passé sur un serveur quelques jours auparavant, et ça nous a permis d'émettre quelques hypothèses, et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, Go Access, ça c'est la version à froid et la version HTML. Maintenant, on va regarder du côté de l'outil temps réel, qui peut aussi être HTML, mais comme on vient de le voir, je ne vais pas vous représenter le dashboard, ça n'a pas grand intérêt, mais par contre, on va regarder ensemble la version ligne de commande, parce que c'est aussi très très intéressant, en tout cas moi je le trouve. Comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir, j'ai préparé un espèce de petit environnement ici, j'ai appelé live parce que c'est pour le live. Je vais ouvrir ça dans Visual Studio Code, hop, je vais le rapatrier ici, je vais zoomer un petit peu là-bas dedans, voilà parfait, pardon. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit répertoire? On a un fichier Docker Compose. Ce Docker Compose, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait pas grand-chose.
On va démarrer un conteneur qu'on va appeler PHP 8. On va mapper le port 80 sur le port 9000. Et on va mapper le volume, on va mapper le répertoire qui va contenir les logs de notre serveur Apache à l'extérieur du conteneur, dans le répertoire logs. Et puis on va mapper le répertoire var3w dans le répertoire HTML en dehors du conteneur. Pourquoi? Parce que regardez ici, j'ai un répertoire HTML. D'ailleurs, j'ai un sous-répertoire HTML, oui, je sais pourquoi, mais c'est pas important. On a le fichier ici index.html, j'ai mis simplement un petit hello world. Ça nous permet d'avoir déjà une page qui est servie. Et si vous avez été attentif, dans le Docker Compose, ici, on fait un build de PHP 8. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans le PHP 8? On a un Dockerfile. Dockerfile très très simple qui est basé sur l'image officielle de PHP, la 8.1.11-Apache. Comme ça, on a directement un serveur Apache. On lui configure sa variable server name à localhost. On envoie ça hop, dans la conf de Apache. Ensuite, je copie un petit fichier vhost et je viens écraser le fichier par défaut. Comme ça, au moins, je ne me prends pas la tête. Et ensuite, on fait en sorte que le conteneur ne meure jamais et on se positionne dans le répertoire. D'ailleurs, on pourrait se positionner directement ici. Ça serait encore mieux. Et ensuite, on a un petit vhost ici qui ne fait pas grand-chose, simplement qui expose le répertoire var3w puisque c'est là où on va déposer nos fichiers. Et enfin, on a ce petit chemin particulier ici qui permet d'indiquer à Apache où est-ce qu'il doit envoyer les logs. Et donc, lui, on lui dit, tu les envoies dans varlog apache2 project underscore access.log. Regardez ce fichier-là, ce répertoire-là, varlog apache2, c'est précisément celui qu'on a mis dans notre Docker Compose, varlog apache2. Donc on va avoir ici, après, directement ici, les logs qui vont être visibles sans difficulté pour nous. Ok? Donc on va démarrer le Docker Compose. Hop, je me mets ici, je vais faire un Docker Compose, pas un stop, non, un up-d, parfait. Bon, là, il me dit qu'il y en avait un précédent qui tournait, pas de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer Apache parce que je ne l'ai pas fait démarrer dans cette version du Dockerfile. Donc, je vais simplement lui passer une petite commande en lui disant, eh bien, écoute, démarre-moi le serveur Apache. OK. Donc, si vous connaissez un petit peu Docker, vous savez que là, logiquement, sur le port 9000, on a un serveur Apache qui me sert des fichiers. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. J'essaye de trouver la bonne fenêtre, voilà, ici. Et on va aller sur le 127.0.0.1 et on va aller sur le port 9000. Paf, paf, paf. Et c'est pas du HTTPS, c'est du HTTP. Voilà, parfait. On a bien notre Hello World. Et vous voyez que je vais faire plusieurs requêtes comme ça. Hello World, Hello World, Hello World. Et si on va voir dans notre répertoire log, dans le project-access.log, peut-être zoomer un petit peu trop, on voit qu'il y a effectivement bien des requêtes qui arrivent, qui sont produites. On voit bien que je vais bien faire un get sur le slash comme ça. On voit bien que mon navigateur, il est bien identifié, c'est Chrome, il n'y a pas de souci. On voit bien que je suis sur un poste Linux. Donc, ça fonctionne bien, nos logs arrivent bien. Maintenant, on veut découvrir la ligne de commande. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc qu'il ne faut pas faire, mais on va imaginer que notre serveur, ce n'est pas un conteneur Docker, et on va se connecter dedans. Hop, je vais juste faire ça en dehors, parce que sinon, vous allez voir la liste de tous mes conteneurs, et ils portent des noms qui ne sont pas anonymes. Hop, je vais lancer la ligne de commande et je reviens par ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je me suis simplement connecté dans le shell de mon conteneur. D'ailleurs, je n'avais pas rebuild l'image, donc du coup, on est quand même dans HTML. Mais bon, peu importe, c'est pas important. Donc là, c'est comme si on était connecté sur un serveur Linux en SSH et on va vouloir aller suivre la documentation pour installer GoAccess, la version ligne de commande. Comment il fonctionne? Eh bien, simplement, allons voir la documentation. Hop, on remonte tout en haut. Voilà, et on va chercher la partie installation. Installation ici. Moi, j'aimerais bien une installation pour Debian. Debian, il est où? Ou Ubuntu, peu importe. Il est où mon petit Debian? Il est là. Donc, on va faire un apt-get install GoAccess. Hop. Alors, comment je peux avoir ça là? Voilà, comme ça. Allez. On va taper ça ici, copier-coller la commande. Il y a un hashtag de trop ici. Et il n'est pas content. Il faut d'abord lui faire un apt-get update parce que c'est l'image Docker et du coup,
il a besoin de se rafraîchir un peu la mémoire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Go access. Ah oui, d'accord, ok. Il était déjà installé, les amis, parce que je n'avais pas quitté le terminal tout à l'heure. Vous allez voir, on va faire un truc. Du coup, c'est pas grave. Je vais en profiter pour build l'image avec la petite correction que j'ai faite. Ok, ça c'est bon. Et on va redémarrer notre terminal comme ça. Voilà, comme ça, il va le recréer complètement. Et on va pouvoir faire la manœuvre ensemble. Ça sera plus intéressant. On va le laisser démarrer tranquillement. Moi, après, je vais me connecter dans son petit terminal. Hop, je me connecte. Hop, hop. Dans son terminal, tout va bien. Je ramène ici le petit VS Code. Ok, vous voyez, cette fois-ci, pardon, je me suis bien connecté directement dans var 3W. Donc, on a dit qu'on faisait un apt update. Ça, ok. Il va se mettre à jour, nickel. Ensuite, on va choper, si vous me permettez l'expression, la petite commande d'installation de GoAccess. Hop, je la copie-colle. Je la mets dans mon petit terminal. Hop, il m'a copié ça. Ça m'intéresse pas. Ok, je lui dis, ben oui, vas-y mon gars, installe-moi tout ça. Parfait. Donc là, logiquement, si je fais Go à... Hop, oui, effectivement, j'ai bien GoAccess qui est installé. Donc, comment ça fonctionne? On va se positionner dans le répertoire où il y a nos logs. Rappelez-vous, varlog, Apache 2. Ok, si je liste ici les fichiers, j'ai bien mes fichiers de log, notamment celui qui nous intéresse, le project underscore access.log, tout simplement. Ok, nickel. Maintenant, essayons de voir ce qui se passe si je le lance. Alors, je vais essayer de me mettre en full screen comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Je vais faire un go access, tout simplement. Hop, et je vais lui dire, c'est le fichier project access.log. Et là, si je lance, il me pose une première question sur comment est configuré mon fichier de log. Parce qu'il y a plusieurs types de configuration. Là, dans notre cas, c'est un fichier de log Apache. Donc, vous pouvez choisir la première option. Hop. Et c'est simplement, vous voyez, les formats de date. Hein. Et puis, on va faire entrer, tout simplement. Et là, vous voyez que là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Eh bien, j'ai les statistiques de mon fichier. Vous voyez qu'il y a eu 12 hits sur, sur mon URL. D'ailleurs, regardez, on va aller le chatouiller un petit peu plus. Donc 12, 13, 14. Ah oui, j'ai pas redémarré Apache du coup, vu que j'ai redémarré le conteneur. Bougez pas, on va redémarrer Apache. Sinon, ça peut pas fonctionner. Hop, voilà, nickel. On vient ici chatouiller notre petit fichier. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas combien de fois, mais j'ai cliqué vraiment pas mal de fois dedans. Et si on va voir ici, eh bien, vous voyez qu'on est à 20 hits. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette version ligne de commande? Ni plus ni moins que la même chose que ce que l'on avait vu tout à l'heure, avec tout simplement avec l'interface web. Ce qu'on va se faire, histoire de se générer un petit peu du vrai faux trafic, j'ai préparé une petite collection Postman. Hop, je vais lancer Postman sur mon poste. Allez, c'est parti. Et on va faire des requêtes. Alors, on va faire une requête qui fonctionne, une requête qui ne fonctionne pas, histoire de se générer quelques petites erreurs. Je vais zoomer un peu dans l'interface de Postman. Hop, et je vais vous rapatrier ça, évidemment, sur l'écran ici. Vous voyez, là, j'ai deux requêtes. J'ai la requête sur l'index normal. Donc, ça, c'est la requête qui fonctionne. J'ai bien, si je fais un preview, j'ai bien mon Hello World, tout va bien. Et ici, je fais une requête post sur une route post qui n'existe pas. Vous voyez, je fais ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, on pourrait même... Regardez ce qu'on va se faire. On va se faire même mieux que ça. On va générer ici une random words. Voilà, tac. On va faire comme ça à chaque requête, ça va nous faire une URL différente et ça ne va pas fonctionner. Donc ça va être pas mal. Vous voyez que ça nous fait, à chaque fois un mot différent. Donc ça va nous générer plein d'URL qui ne fonctionnent pas. Et ça peut être intéressant. Maintenant, on va vouloir exécuter ça en boucle, histoire de nous générer du trafic. On va utiliser la fonction runner ici. Hop, je vais le décaler sur le côté. Non, c'est bon, vous voyez, pas plus de collection. Parfait, je vais sélectionner la collection GoAccess. Et on va lui dire, écoute, tu vas itérer 100 fois, 999 fois, toutes les 1 seconde. Et puis, c'est parti. Voilà, donc là, ça va faire des requêtes en boucle. Vous voyez que ça va exécuter des requêtes en permanence. Vous voyez, là, ça en fait plein. On en est déjà à 25%.
Et nous, on va aller voir pendant ce temps notre petit ici. Vous voyez que les hits, ça y est, ça explose. Et donc comme ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on voit qu'on a effectivement le total de requests qui monte. Attendez, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'il faut que je le fasse tourner encore plus longtemps, parce que là, il a déjà fini. Hop, on va faire stop run. Et j'aimerais bien le reparamétrer ici. On va lui rajouter hop, histoire que ça tourne presque à l'infini. Ok, voilà, parfait. Donc là, vous voyez qu'on a en temps réel les hits qui sont faits sur notre projet. Donc là, ça augmente. Et ça, c'est super, super sympa. Si je descends, on a ici les requêtes sur les fichiers. Bon, là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de fichier, donc on ne voit pas grand-chose. Mais on a en temps réel, comme vous pouvez le voir, ici sur la route / tout court, le volume que ça représente. Vous voyez qu'on a déjà brassé 1 méga juste en faisant nos petites requêtes débilos dans Postman. Static request, là c'est pas le cas, j'en ai pas dans mon cas. Vous voyez que là les URL not found, on en a pas mal, on en a vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que vous voyez que j'ai généré à la volée des mots ici, donc forcément ça va générer forcément plein de 404, c'était le but. Donc là on voit le nombre de requêtes. Hop, ici on a le visiteur, ça c'est l'adresse IP avec lequel j'accède au conteneur Docker, donc c'est pour ça qu'on a cette adresse IP là. En operating system, là c'est Postman, je pense que Postman ne lui dit pas qui il est, donc c'est pour ça qu'il n'est pas capable de savoir, mais vous voyez qu'il y avait 15 qui étaient faits sous Linux. Donc si on va en avoir un petit peu plus, ici si je rafraîchis, hop, on voit que le serveur est un peu sollicité, et que je retourne ici, vous allez voir que voilà, forcément la partie Linux a bien augmenté, donc ça fonctionne bien sans problème. On a les navigateurs. Voilà, Postman n'est pas détecté comme navigateur, mais Chrome a bien été détecté ici. On a la distribution, le temps qu'est-ce qui a consommé le plus ou moins de temps. Évidemment, on se rend bien compte que là, ça va être Postman sans souci. Les status codes. Donc là, comme vous le voyez, on lance une fois sur deux une requête qui passe, une qui passe pas. Donc on est sur un équilibre. On voit qu'on a à peu près 5000 requêtes qui sont en succès, 5000 qui sont en erreur, c'est normal, c'est ce qu'on a programmé entre guillemets dans Postman. Donc vous voyez que Postman aussi, ça peut servir pas que pour développer des API, vous les tester, mais ça peut aussi des fois servir à faire ce genre de petite expérience pour vous générer un petit peu du faux trafic de manière douce, mais c'est quand même intéressant. Et voilà, on est arrivé au bout en fait de ce qui est proposé dans la ligne de commande, mais moi je trouve que c'est vraiment méga cool parce que voilà, un petit utilitaire, on installe, il va très vite à s'installer, c'est très simple de l'installer, une petite ligne de commande et c'est bon, on a accès en temps réel au contenu de notre fichier de log, access log. On peut comme ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur un serveur ou même un load balancer Nginx, ça peut fonctionner sans problème. Donc voilà, voilà la petite découverte que j'ai fait cette semaine. Et j'étais bien content de l'avoir fait parce que ça m'a bien dépatouillé. Allez, je vais stopper ça parce que sinon ma machine va s'envoler. Écoutez, je crois que voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous présenter dans cette petite vidéo. Donc cet outil GoAccess, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un site internet, goaccess.io. Vous pouvez aller, qui vous présente l'outil d'une bonne façon, avec tout ce qui est possible. Vous avez la documentation. Est-ce qu'il y a une documentation? Non, la documentation, elle est vraiment sur le... je vais y arriver, sur le GitHub, et on a ici une man page pour ceux qui voudraient savoir exactement quels sont les éléments qu'on peut passer à la ligne de commande. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Vraiment, honnêtement, l'outil est vraiment complet. Vous avez ici des exemples de commandes, celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette petite vidéo. Elle est courte, elle fait une demi-heure, mais j'ai tellement aimé cet outil que je me suis dit, je suis obligé de vous le présenter, je suis obligé de vous en parler parce que il est simple et efficace. Et quand on trouve un outil simple et efficace, on n'a qu'une seule envie, c'est de le partager. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment la partager à vos connaissances, à vos amis, n'hésitez pas. Si elle vous a plu,
vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez laisser évidemment votre plus beau pouce bleu, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Et je n'ai plus qu'à toutes et tous vous remercier pour votre attention et votre fidélité. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui êtes des spectateurs et spectatrices attentives. Vous êtes là toutes les semaines et ça me fait chaud au cœur de voir certains noms revenir dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre fidélité. Eh bien, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, c'est important plus que jamais. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!